Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio 666 avec Anaïs et vous écoutez Les mots passants, l'émission à la page qui vous fait découvrir les acteurs du livre de Normandie. L'émission du jour ainsi que les précédentes peuvent être retrouvées et partagées sur ma chaîne YouTube Anaïs Lemoine. Là-bas, vous y retrouverez également tous les liens vers mes réseaux et mon site internet. Dans l'émission de mars, je vous avais dit que j'irais faire un tour au Salon des planches et des vaches, qui a eu lieu le 1er et 2 avril à Hérouville-Saint-Clair. C'était la première fois que j'y allais et j'étais plutôt déçue, même si l'exposition de Marie Jaffredo était vraiment belle. C'est elle qui a fait l'affiche de l'événement d'ailleurs, si vous l'avez vu passer. Mais sinon, j'ai trouvé ça un peu triste parce que ce qui était mis en avant, c'était vraiment les dédicaces d'illustrateurs. Et au final, ça ressemblait plus à une usine de vaches à lait. Le salon porte bien son nom, donc j'espère que eux l'ont vécu de manière plus positive que moi. En tout cas, c'est pas ce que je recherche dans un salon. J'aurais aimé des tables rondes, des activités, ce genre de choses. Et on verra si l'année suivante j'y retournerai ou pas. Ça dépendra de leur programme, je pense. Bon, je suis quand même pas ressortie les mains vides, hein. J'ai embarqué avec moi La fille du quai de Alexine et Madour. Je vous en parle la prochaine fois, c'est vraiment un très très beau ouvrage, j'ai hâte de le lire. Enfin, voilà, ça c'était pour mes propres actualités. Et le mois dernier, je vous ai également annoncé la venue de Chloé et Caroline, le duo de paroles de mots. Eh bien les voici, les voilà. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour Anaïs. Chloé et Caroline, vous organisez des rencontres à l'EPSM, donc l'établissement public de santé mentale à Caen. C'est d'ailleurs dans ce cadre que je vous ai rencontrés et que j'anime des ateliers d'écriture mensuelle pour les participants. Mais vous proposez aussi d'autres choses. Est-ce que vous pouvez d'abord commencer par nous expliquer ce que c'est que Parole de mots ? Parole de mots, c'est à l'initiative d'une usagère qu'on recevait, nous, qu'on accompagnait en fait sur notre service, donc Lou, qui à l'époque, donc ça fait 2 ans de ça, passait le concours de bibliothécaire assistante spécialisée et donc avait déjà un gros passé avec le livre de par son parcours professionnel et puis aussi de par ses envies, sa vie perso. Elle avait pu noter au décours de ses hospitalisations précédentes que le fait de pouvoir proposer des livres, qu'on lui en propose pour elle en tant que personne hospitalisée à ce moment-là, ou qu'elle puisse en proposer aux autres, était vraiment un facteur de mieux-être et permettait vraiment de mieux vivre les hospitalisations. Par la suite, elle avait pu mettre en place, si ma mémoire est bonne, des petits chariots de lecture, à la manière un peu d'une sorte de bibliobus, mais qu'elle avait monté d'elle-même. Et elle avait à cœur en fait de pouvoir reproposer ce genre de choses-là et de pouvoir là l'inclure dans son mémoire universitaire. Et c'est pour ça qu'elle avait fait appel à nous sur le service, pour savoir s'il y avait quelqu'un parmi les professionnels qui souhaitait s'engager avec elle sur ce sujet-là. Moi, je me suis proposée, non pas en lien avec mes compétences, mais plutôt avec mon plaisir, on va dire, à lire, tout ce qui tourne autour du livre qui me plaisait beaucoup. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'animait, moi, plus personnellement que professionnellement. Donc je me dis, ok, bingo, je te rejoins sur ton projet. On en discute toutes les deux, donc on a passé pas mal de temps dans les cafés, autour d'un café, à pouvoir discuter de la façon dont ça pourrait prendre forme, et vraiment surtout de moi pouvoir la suivre. C'était elle la tête pensante qui avait son idée, et moi c'était de voir comment je pouvais plutôt l'aider à formaliser tout ça au sein de l'EPSM de Caen. Et c'est comme ça que Parole de mots a vu le jour. Et Lou, maintenant, elle fait plus partie de ce groupe. Elle a déménagé, et avec un grand souhait que Parole de mots puisse continuer d'exister sans elle et qu'on puisse trouver une autre partenaire à la hauteur, et c'est le cas. Et toi, tu as rejoint Chloé le duo, puisque maintenant vous êtes 2. C'est ça. Que tu as rejoint le duo à quel moment ? À partir des moments où les premières séances ont été lancées, que Lou avait déjà le projet de partir, Caroline et Lou sont venues me voir assez rapidement pour me parler du projet qui m'a tout de suite, moi, enthousiasmée. Et donc, dès les premières séances, je suis venue plutôt en tant qu'observatrice. C'est vraiment Lou, au début c'était Lou et Caroline qui animaient. Et j'étais conquise tout de suite par le principe. Les livres, de toute façon, généralement, ça met pas très longtemps à nous ensorceler. Et c'est quoi vos parcours à toutes les deux ? Alors, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures. Moi, là-bas, j'étais très intéressée par ce qui était graphisme, création, le monde de l'art m'attirait. Je suis partie faire un UT pour être graphiste, et en fait, je me suis rendu compte que d'être derrière un ordinateur, c'était vraiment pas mon truc. Par contre, j'ai découvert la communication par ce biais, qui pouvait être mis au service à l'époque. Là, j'étais très musique. Je commençais un peu à découvrir l'univers de la BD, j'aimais beaucoup le cinéma, et je me suis dit pourquoi pas me continuer dans une licence et un master en communication événementielle que j'ai fait, et j'ai fait quelques années de césure en partant pour des projets à l'étranger, pareil dans l'événementiel, à but non lucratif toujours. Et en fait, c'est là je vais tout de suite arriver à ce qui m'amenait le PSM, c'est que j'ai eu des gros problèmes de santé psychique.
qui se sont révélées au fur et à mesure, mais en regardant après coup, avec le recul, on se rend compte que dès l'adolescence, même l'enfance, il y avait des signes qui ont été révélés plus tard. Et donc, suite à des gros problèmes de santé qui m'ont vraiment mis à mal, mon parcours universitaire a été stoppé à plusieurs reprises. J'ai arrêté 2 fois mes masters, j'ai dû arrêter beaucoup de projets en cours, avoir vraiment des espaces, des grandes périodes de vide, de désespoir profond, et en essayant à chaque fois de survivre par des petits boulots alimentaires. Alors j'arrivais quand même, j'ai travaillé 1 an dans un musée, donc ça me raccrochait un peu à la culture, ça me donnait du sens, mais j'étais encore trop instable, et je faisais beaucoup de boulot de service. Je suis quelqu'un de très dynamique, donc je me suis épanouie là-dedans, mais c'était pas quelque chose qui me donnait du sens à ma vie non plus. Et j'ai découvert en unité de réhabilitation psychosociale dans les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres, c'est mes racines, on en entend beaucoup parler en ce moment avec Sainte-Soline. Et voilà, donc j'ai intégré une unité de réhabilitation psychosociale, où là j'ai pu découvrir après un certain nombre d'hospitalisations dont certaines ont été lourdes de conséquences et vécues comme traumatisantes et violentes et injustes. La réhab, le métier de père aidant. Donc le métier de père aidant, en fait, c'est la première fois que j'étais dans un service qui favorisait et encourageait les échanges entre pairs, PAIR, PIRES, donc entre personnes concernées, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des ressources à prendre. Ça remplaçait pas les professionnels, mais c'était vraiment une autre approche, d'autres ressources. C'est comme dans mon nombreux sujets, quand on est un lien avec quelqu'un, quand on a un sujet commun avec quelqu'un, il y a des connexions qui se créent. Et voilà, moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait, notamment en termes d'espoir, parce que j'ai rencontré des personnes qui étaient en voie de rétablissement. Le rétablissement, on va y revenir, mais qui arrivaient malgré la maladie, malgré les limites de la maladie, parce qu'il y en a, c'est sûr, arrivaient à dégager aussi tout un énorme potentiel, arrivaient à vivre épanouis, et heureux avec leur maladie, qui arrivaient presque à en faire des partenaires. Moi, ça a été un réel déclic, et je me suis dit, je vais faire de la pérédance dans ma vie professionnelle. Moi, à l'époque, j'étais encore très instable, je suis repartie à l'étranger, j'ai travaillé un peu en tant que travailleuse sociale, beaucoup de missions de bénévoles, qui m'a permis de reprendre confiance, beaucoup d'engagement bénévoles qui m'ont permis de reprendre confiance en moi, en mes compétences, et je suis arrivée à Caen par hasard, donc pour le poste de médiatrice de santé père, PAIR, je le répète, donc père aidante professionnelle. Et pour toi, Caroline, c'est quoi ton parcours ? On va commencer peut-être, vu qu'on est sur une émission dédiée aux livres ou à la littérature plus généralement. Moi, je suis fille bibliothécaire, alors j'étais déjà un peu bercée dans la chose, même si j'ai pas mal rejeté le bouquin en bloc à l'adolescence, et où j'avais l'impression de voir le livre qu'au travers de ce qu'on pouvait nous proposer à l'école, donc sur des lectures plutôt imposées. J'y suis revenue après par la suite. Contrairement à Chloé, moi je suis pure caennaise, et toujours vécu à Caen, et j'ai fait donc toutes mes études à Caen. Donc moi je suis psychologue, je le précise parce que c'est important, avec une orientation cognitiviste. En gros, la psychanalyse, c'est pas mon truc. Ma thèse de doctorat, qui portait sur les liens entre sommeil et mémoire, sur le centre Cicéron. Et puis après ça, j'ai travaillé auprès de personnes qui avaient une sclérose en plaques. Et je suis arrivée à l'EPSM en 2019. Je crois que le service dans lequel on est, on n'y arrive pas par hasard. Je crois que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on est tous animés par cette même volonté d'être dans une démarche d'accompagnement et de partenariat avec les personnes qu'on rencontre. Et je crois que c'est ce qui fait notre force dans le boulot, et qui fait qu'on peut, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais proposer des soins de qualité. C'est qu'on est dans un vrai souci de l'autre, et pas dans une posture où on se place comme sachant, comme détenteur d'un savoir, parce que on a un diplôme derrière. Non, on est vraiment dans une position très horizontale de respect de ce que les personnes peuvent nous dire, peuvent amener, et nous on suit, on accompagne là-dedans. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que moi, en tout cas sur le plan personnel et professionnel, je m'y retrouve, et que j'ai l'impression que tout ça est non pas dissonant, mais consonant. Un vrai plaisir. C'est pas du bénévolat, mais j'y engage vraiment les mêmes choses, parce que j'ai l'impression qu'on poursuit vraiment les choses qu'on avait initiées à la base. Si je prends le côté psycho, là, pour le coup, on peut proposer des soins assez variés qui tournent autour de la gestion du stress, par exemple, dont on a parlé tout à l'heure. Avec un autre collègue médiateur de santé père, on anime un groupe autour de la plainte de sommeil. On peut faire des choses autour de l'affirmation de soi, de l'estime de soi. Et c'est vrai que là, on était vraiment sur du soin thérapeutique. Et je pense que Parole de mots, tu me dis si je me trompe, Chloé, mais nous permet aussi d'amener quelque chose où on ne poursuit pas d'objectifs thérapeutiques. On est sur quelque chose de plus ouvert. Ouais, il n'y a pas un but, il faut être soigné à la fin des séances, quoi. Non, ça fonctionne pas comme ça de toute façon. Ça se saurait. Même si finalement, interagir ensemble au travers du livre, de la littérature, partager des choses, bien nécessairement en soi, ça peut être thérapeutique pour plein de raisons. Rien que le fait de pouvoir faire du lien avec les autres, se soutenir, s'exposer, se livrer. Des fois, on peut toucher à des choses aussi qui sont plus intimes.
Oui. Pour les personnes et pour nous, quelque part, en soi, c'est thérapeutique, mais c'est pas quelque chose qu'on poursuit. Enfin, ni moi ni Chloé avons mis un but précis à ce groupe. Est-ce que vous pensez que cette horizontalité dont tu parlais tout à l'heure, Caroline, je sais pas si c'est ton cas, mais peut-être pour toi, Chloé, ça vient du fait aussi que vous pouvez vous identifier à cet aspect de soin recherché, comme tu disais tout à l'heure, Chloé, que si tu t'étais rapprochée de ce service-là, c'est parce que tu avais toi-même pu comprendre et appréhender ce que c'était que d'être dans le cas du soigné et non pas du soignant. Est-ce que tu penses que ça vient de cet aspect que l'horizontalité peut se faire ? En gros, effectivement, je pense que, en tout cas, c'est un service qui est convaincu justement par le fait que la parole du soigné est importante, qu'il faut la respecter et qui fonctionne vraiment à l'horizontale parce que la personne, en fait, on voit pas une maladie, on voit une personne avant tout, un être humain avant tout, que je le répète un peu, mais qui a ses limites bien sûr engendrées par la maladie ou par ses troubles ou par ses difficultés, mais qui a aussi beaucoup de ressources, qui a aussi une vie derrière. On n'est plus centré sur je suis bipolaire, je suis schizophrène, je suis avant tout Chloé Martin avec par exemple pour mon cas une schizophrénie affective. Et surtout un travail, surtout des activités bénévoles, surtout des passions, surtout des amis, surtout une famille, voilà. Et pour moi, la réhab, et en tout cas le service Ariane, du coup, c'est vraiment cette volonté et cette de prendre en compte que c'est une personne avant tout. Ce rapport soignant-soigné est vraiment équitable et chacun apprend de l'autre. Voilà, je sais pas trop si je suis à côté de la plaque ou pas. Non, c'est pas là où je voulais en venir, mais en tout cas, c'est un aspect de la chose, donc c'est pas très grave. La question, en gros, c'était est-ce que vis-à-vis de ta propre expérience dans le domaine psychiatrique en tant que soignée t'aide à être une soignante ? Ouais, moi je dirais que carrément, même s'il y a aussi ses limites, c'est ce que je me suis rendu compte au début. Donc ça fait 2 ans qu'on est en poste, je dis souvent parce qu'on est 2 médiateurs santé pairs à être en poste. Première année c'était compliqué parce qu'en fait je me rendais compte que je connaissais moi la partie émergée de l'iceberg et qu'en fait derrière le bureau, moi je connaissais la partie un côté du bureau, mais derrière le bureau il y a où la partie immergée, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de principes, il y a beaucoup de théories, enfin, pas que théorie, mais il y a de la pratique, voilà. Mais par contre, effectivement, je maintiens vraiment, et je le pense, pour avoir bénéficié de pérédance, et pour maintenant être pérédante de plusieurs personnes que j'accompagne ou qu'on accompagne, oui, je pense vraiment que ça fait développer, la maladie fait développer des savoir-être, des savoir-faire, des compétences. On fait même théoriser, on appelle ça de savoir expérientiel. Parfois, on pense un peu que c'est du mimétisme soignant, on mime un peu, on reproduit un peu ce qu'on a pu voir dans les entretiens, parce que forcément, des passages chez des psychologues, des infirmiers, des psychiatres, on a fait et refait tout un parcours sur des années. Pour moi, c'est encore vraiment une autre partie, ça développe une autre partie de nous. On s'imprègne bien sûr forcément on s'imprègne un peu de l'essence soignante, mais on a quand même notre propre essence qui est vraiment dans le vécu, vraiment dans le vécu de l'expérience. Ça, pour moi, c'est important. Ça marche. C'est cohérent. Et pour toi, Caroline ? Alors pour moi, c'est un peu différent parce que moi, dans mon parcours personnel, j'ai pas de vécu d'hospitalisation ou de devoir tous les jours vivre avec un trouble psychique. Mais néanmoins, ce qui me paraît super important, et tu l'as peut-être vu, on n'utilise jamais le mot de patient, mais plutôt d'usager ou de personnes concernées, de personnes qui sont dans les soins. Et ça a quand même toute son importance, la sémantique, quand même utilisée. Parce que on est vraiment dans cette notion de respect où je pense que rien que le fait de partir avec l'a priori patient nous met dans une espèce de carcan ou de vision un peu déformée de la personne, plutôt négative pour moi, dans une vision un peu réduite de ce qu'elle peut être, de ses potentialités. Typiquement, alors c'est peut-être un a priori ou une grosse connerie ce que je vais te dire, mais tu vois, si on se remet dans le domaine du livre, cette impression que de toute façon ces patients... C'est patient chronique, comme disait Chloé, les schizophrènes, les bipolaires, ils peuvent pas accéder aux bouquins. En tout cas, pas un bouquin complexe, pas de la bonne littérature, ou alors on va plutôt leur filer des bouquins sur qu'est-ce que c'est que la bipolarité, ou des bouquins pas trop compliqués, parce qu'on sait jamais, tu vois, et de partir de cette espèce d'a priori de base, qu'on peut tout savoir, hein. C'est pas un jugement, si ça l'est un peu quand même, mais bon, on va partir du principe que c'est pas un jugement. Ces a priori-là restreignent la personne, et je trouve réduisent, en tout cas les potentialités. Et si on a cette façon de voir les choses, d'emblée, en tant que professionnel, on va restreindre aussi les soins qu'on propose. Ouais, et puis c'est infantilisant aussi. Complètement. Et on est dans un espèce de truc, ultra réducteur, tu vois, je le vois un peu comme un goulot. On reste dans ce goulot et on voit pas tout ce qu'il y a autour, parce que d'emblée, on est parti sur cet a priori. Et je pense que, alors il y a tout un boulot que les collègues font et dont fait partie Chloé autour justement de la stigmatisation, de l'autostigmatisation, en retour autour du trouble psychique, qui est hyper importante à aller travailler. Ouais, complètement. D'ailleurs, on est déjà passé à 666 pour ça.
On est tout un collectif là, ça rejoint des gens du service, mais des gens d'autres personnes de l'EPSM et des associations d'usagers et toute institution qui a envie de s'engager là-dedans. Je pense à la Maison des Assos, je pense à la Passerelle vers plusieurs institutions. Et on a envie justement de sortir de cette image relayée par la culture aussi, par beaucoup d'œuvres relayées, des fausses idées sur la santé mentale, sur la folie en général, et aussi par les médias. Et voilà, on veut vraiment sortir de cette image de fou dangereux à qui on ne pourrait pas faire confiance, au mieux à qui on ne pourrait pas faire confiance, au pire qui va vraiment nous agresser. Donc voilà, on est tout un collectif là-dessus. Si ça intéresse du monde, pas hésiter à se renseigner auprès du CLSM, Conseil local de santé mentale, par le biais de la personne de Gérald Dallet, ou nous appeler tout simplement le service Ariane à l'unité, et on vous met dans la boucle. J'essaierai de retrouver l'émission à laquelle vous avez participé. Si je la trouve, je la mettrai dans la version illustrée de l'émission qui sera sur YouTube, comme d'habitude. Et pour continuer donc sur les séances que vous proposez, le public que vous accueillez, c'est des usagers de l'EPSM. C'est des personnes qui sont hospitalisées ou qui ont des soins sur place, c'est ça, et qui font uniquement partie du service Ariane, ou c'est ouvert à tous les services? Alors effectivement, tu as raison de le dire, ce sont donc des personnes qui ont une expérience avec la psychiatrie, que ce soit une consultation parmi d'autres ou une hospitalisation, et ce sont essentiellement, pour l'instant, des personnes qu'on accompagne sur le service Ariane. Et alors ça, c'est un projet qu'on a avec Chloé, c'est de faire du lien avec Culture Santé sur le PSM. Tu vas être plus à même d'en parler que moi, je pense. C'est quoi? C'est un dispositif? Oui, Culture Santé, c'est un dispositif de l'hôpital où il y a à plein temps depuis un peu plus de 6 mois là, Françoise Zelinski, donc une ancienne infirmière de l'hôpital qui est déléguée maintenant à temps plein et qui a pour but de faire vivre l'hôpital. Je sais pas si vous le savez, mais à l'EPSM, on a une salle de spectacle qui a été un peu mis en avant par l'Adulable Festival organisé par la Bibi à Mavada. Donc la quinzaine, ça arrive bientôt, la deuxième quinzaine de mai, je crois. Mais il y a une salle de spectacle où il y a régulièrement des choses, quasiment toutes les semaines, en journée, en soirée. C'est accessible et ouvert à toutes et tous. C'est gratuit. C'est des représentations d'activités qui ont été faites par les personnes concernées d'hôpital, mais aussi par des compagnies extérieures qui viennent en résidence, qui viennent se produire. Ça va du cirque à la musique, au théâtre, à l'expérimentation totale, au chant. Voilà, c'est très riche, il y a beaucoup de choses. Et où est-ce qu'on peut retrouver le programme de cette salle? Le programme de cette salle il est disponible par le biais de François Zelinski, souvent affiché à l'hôpital. Il n'y a pas encore de newsletter vraiment. Alors nous, on a une newsletter pour les soignants qui référence justement tout ce qui se passe à la salle des spectacles, enfin les plus grandes informations. Il n'y a pas encore de newsletter extérieur. C'est quelque chose qu'a développé encore la communication. C'est quelque chose qu'a développé. Si vous avez des idées de communication, n'hésitez pas à nous en faire part. Peut-être sur une rubrique sur le site internet de l'EPSM aussi. Ça peut être la chose la plus accessible, je pense. Parce que la newsletter, faut savoir déjà qu'il y en a une. Ensuite, faut s'inscrire. Parce que je sais pas si des réseaux sociaux de l'EPSM existent ou seraient une bonne chose. Vis-à-vis du domaine médical, en tout cas. Il me semble qu'il y a quelque chose sur LinkedIn, mais encore une fois, c'est plutôt les personnes plutôt professionnelles. Voilà. Mais pour en revenir à ce que tu disais, donc effectivement, là, les personnes qu'on reçoit sont essentiellement des personnes qu'on accompagne sur Ariane. Dans l'idée, en fait, de vraiment faire de ce groupe aussi un moment de partage. Parce que Lou, quand elle a monté tout ça, ce qu'elle avait un peu en tête, c'était de pouvoir rompre avec la solitude aussi, et de faire du livre un outil de communication et de partage, parce que bien souvent, alors ça c'est elle qui me le dit, hein, moi j'en sais rien, parce que les hospitalisations, c'est bien souvent difficile, c'est des moments très durs pour les personnes, et d'avoir justement ce petit moment, cette petite bulle, de se dire bah tiens, là au décours de mon hospice, je peux avoir ce temps où je vais rejoindre le groupe Parole de mots, on va échanger autour de livres, de bouquins que j'aime bien, de bouquins que j'ai peut-être emmenés avec moi, que j'ai laissés chez moi, auxquels là j'ai pas accès actuellement, mais en tout cas ça me fait du bien, ça me fait un peu sortir de tout ça en imagination. Parce que c'est aussi ça le bouquin, quoi. C'est pouvoir accéder à des trucs imaginaires qui sont chouettes dans des moments qui ne le sont pas. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on souhaite avec Chloé. En tout cas, on tend vers ça pour l'avenir. Et parce que Parole de mots, c'est un moment cool et qu'on est super sympa. Donc si je résume, et si j'ai bien compris, Parole de mots, c'est une sorte de club lecture. Une séance, comment ça se passe? Est-ce que vous avez prévu un livre commun? Est-ce que chacun choisit un livre qu'il a lu? Alors l'idée, c'est vraiment liberté. Enfin voilà, libre, faut se sentir libre de proposer un bouquin qu'on a lu, qu'on a envie de lire, qu'on aimerait lire, un texte aussi,
une phrase, un mot, quelque chose. Parfois ça dérive aussi, mais sur tout ce qui est culture en général, ça parle, on parlait d'un film, d'une série, mais l'idée c'est vraiment de se sentir libre, donc on peut juste venir aussi pour écouter les conseils de lecture des autres, pour se retrouver autour d'un moment convivial. Là je relaie un peu les témoignages, on est une quinzaine de personnes dans le groupe là, et souvent les gens voilà ils sont pas bien en ce moment, et ils viennent pour avoir une petite bulle d'air, pour juste parfois rien dire, pas dire un mot à parole de mots, mais juste écouter les autres, voir un peu de contact social. Voici on partage un thé, une tisane, quelque chose comme ça, et on s'écoute, on propose, parfois il y a des choses qui viennent, des réflexions qui nous viennent, et ça dure 1 heure en moyenne. Souvent on se rend compte que c'est de 16h à 17h, à 17h les gens ils traîneraient bien, donc ça continue de parler devant le bâtiment, et puis voilà, parfois peut-être ça continue de parler en terrasse d'un bar. On a aussi d'ailleurs lancé des spéciales, donc avec ta venue, et encore merci pour tes super ateliers merci beaucoup. d'écriture. Avec plaisir. On a apprécié t'entendre, t'animer, on t'a vraiment laissé la carte. Et encore merci et tout, on a eu que des super retours de tous les participants et participantes. Je suis contente. Et on fait aussi des hors les murs, donc en ville, parce que voilà, c'est aussi un moment convivial, c'est aussi, souvent on se rend compte que, en tant que personne concernée, on n'ose plus aller en ville. On a souvent l'impression que voilà que l'étiquette malade elle est sur nous, que tout le monde sait ce qu'on a vécu, que tout le monde sait ce qu'on vit en ce moment, et c'est pas facile de franchir la porte d'un bar pour un moment convivial ou sans se dire voilà je suis hospitalisée, je suis pas bien. Donc là on y va ensemble. C'est vrai que la force du groupe quand même est prédominante. T'as tout dit, c'était vraiment, on souhaitait insister là-dessus au tout début avec Lou et puis là encore avec Chloé. Ce groupe il est pour des lecteurs mais aussi des non-lecteurs, c'est-à-dire que voilà, viens si tu as envie, et même si tu as l'impression que là tu lis moins pour plein de raisons, bah ouais, parce que en ce moment t'es déprimé, parce que bah ta mémoire elle te fait un peu défaut, et quand tu es arrivé à la fin de ta page tu te rappelles plus de ce qu'il y avait au tout début, bah c'est pas grave. Et même si t'amènes un bouquin de 20-30 pages, un fanzine, un article que t'as lu, c'est super. Et si t'amènes rien, c'est très bien aussi. C'est très bien aussi. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas d'être dans un truc soit élitiste où on va aller lire non, pas du tout. Ulysse de James Joyce. Quel enfer. Qui est vraiment un enfer. J'en ai lu 150 pages, je me suis arrêtée là. Ou ni dans quelque chose d'hyper infantilisant, on partirait du principe du coup qu'on va proposer que des choses simples ou un peu neuneux. Ou alors, pareil, des fois les personnes ont cet a priori de se dire un groupe de lecture sur la santé mentale. On peut carrément aborder des lectures au travers de la santé mentale, mais c'est pas le but. C'est vraiment d'être sur tout ce qu'on aime, tout ce qui nous anime et qui est vecteur d'émotion pour nous. Je pense qu'on avait dû faire une charte de groupe au tout début. On s'était posé la question des textes qui sont pas offensants pour autrui. Bien sûr, voilà. C'est normal. Mais au-delà de ça... Ouais, le non-jugement aussi. Voilà, d'être vraiment dans une démarche de non-jugement et de respect, en fait. Oui, puis ce que j'aime aussi dans les ateliers lecture ou d'écriture comme ça, c'est que l'oralité est pas obligatoire. Parce que ça, c'est pareil, ce serait élitiste d'obliger tout le monde à prendre la parole, à participer activement. L'oralité, on n'a pas tous la même vision de la chose. Des fois, on est timide, des fois aussi, c'est difficile de s'exprimer. La concentration, la mémoire, ce genre de choses, ça fonctionne aussi avec la parole. C'est une liberté aussi que j'apprécie beaucoup dans ce genre de séance. Je l'ai ressenti en tout cas avec vous. Et en même temps, le fait que ce soit des séances qui se passent très bien, qui donnent envie de revenir, l'oralité vient un peu d'elle-même aussi. Ouais, et c'était vraiment ça, c'est de se dire ok, en tant que personne concernée, je peux avoir des soins sur le PSM, qu'il soit sur le service Ariane ou sur d'autres endroits de l'EPSM, mais je peux aussi avoir ce moment cool où finalement je poursuis pas forcément un but, ou peut-être un but que je me suis fixé moi pour moi-même, mais on n'attend pas quelque chose de moi. Ça, c'est important aussi. Ouais. Parce que, mine de rien, quand on se lance dans un groupe thérapeutique, par exemple, si on va bosser sur la question de l'anxiété et du stress, on peut poser des objectifs de soins, des objectifs thérapeutiques. Là, on est vraiment sur quelque chose, je viens une fois, j'aime pas, je reviens plus, et c'est pas un problème. En fait, ça me correspond, et j'ai envie de venir tout le temps, et c'est chouette. Voilà, on est vraiment dans cette démarche d'ouverture, et comme le disait Chloé, donc cette question de le faire hors les murs, et puis peut-être aussi après de pouvoir proposer des séances spécifiques sur une thématique, je sais pas encore. Peut-être que vous avez prévu, je sais pas, d'inviter d'autres intervenants aussi, ou est-ce que, à part moi, ça a déjà été fait avant? Pour le moment, tu es l'unique, la seule, l'irremplaçable. Je vais bien le prendre. Non, mais peut-être pour plus tard, je sais pas si vous avez des idées. Ouais, il y avait des idées aussi d'aller se promener, d'aller se faire une séance dans les expos, voilà, il y avait plusieurs idées. Après, pour le moment, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que au début, c'était peut-être un peu trop nous qui étions force de proposition, et qu'en fait, le groupe, quand il nous a exprimé clairement que c'était aussi très bien de rester dans l'hôpital. C'était une autre image de l'hôpital, venir pour un groupe convivial comme ça leur correspondait très bien. C'était un autre espace, un autre temps dans ce EPSM.
Ouais, Voilà, ouais. T'as carrément raison de le dire. C'est vrai qu'on était parti avec cette idée un peu préconçue avec Chloé, de dire mais les gens vont avoir qu'une envie, c'est de sortir des murs de l'EPSM pour qu'on fasse quelque chose à l'extérieur, ce qui est pas forcément le cas. On s'était un peu leurré sur la question. Et puis je voulais rajouter aussi que toi, Chloé, t'es vachement engagée sur le pôle, on va dire, culturel d'Ariane. On a tout un endroit dans notre service où on met à disposition tout ce qui est dernière info en termes de culture dans le coin, que ce soit sur Caen ou alentour. Toi, t'as toute cette connaissance-là aussi que tu peux partager avec les personnes qu'on peut rencontrer. Tu le disais justement, peut-être se faire un truc sur Alexis de Tocqueville ou à la librairie Guillaume. Il y a parfois des auteurs, des autrices qui viennent présenter un livre. Donc tout ça, des choses, je pense qu'on a un peu dans notre tête qu'on aurait envie de proposer. Mais encore une fois, on propose et les gens disposeront. Voilà. Ouais, ça marche. On propose pas, on impose. Une petite dernière question. Est-ce que vous avez, en dehors de l'EPSM, des projets personnels en rapport avec la littérature ? Culture, ouais, plus. Ouais. Alors c'est pas formalisé comme des projets, c'est plus un truc qui me suit, on va dire, dans ma vie personnelle de tous les jours, d'être beaucoup en lien avec ce qui se fait sur le plan, pour moi plutôt de la littérature, mais rien de bien formalisé comme ça. Ouais, c'est plus des envies. Ouais, Ça marche. quelque chose qui me suit avec cette envie profonde un jour d'être enfermée à la librairie Guillaume après la fermeture, qu'il m'oublie et qu'il ne me retrouve jamais. Si tu veux, je peux te donner des tips, j'ai travaillé là-bas, donc je connais les recoins où tu peux te cacher. Ça marche. Et toi, Chloé, tu parlais de projets culturels, c'est-à-dire ? Oui, en ce moment, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Ensuite Encore. Ok. Je sais pas si ça vous parle, non ? Moi, pas du tout. C'est une association qui propose de la vocation écologique et festive autour de la danse, donc danse inclusive, donc danse quel que soit son niveau de danse, quel que soit son niveau de validité, quels que soient les prérequis. On accueille dans les quartiers prioritaires du Chemin Vert et de la Folie Couvre-Chef en semaine et le week-end des ateliers de danse animés par une chorégraphe professionnelle, ancienne botaniste, et une ancienne soignante de l'EPSM d'ailleurs maintenant aussi qui s'est reconvertie. Et voilà, et en ce moment notamment on est en plein dans l'organisation des fêtes du printemps. La prochaine et dernière, ça sera le week-end du 14-15 avril au Chemin Vert. Voilà, et donc là ça sera des activités. On est en lien avec le CPIE, Maison de la Nature, qui animera des ateliers écoute des chants des oiseaux, animation compost. Donc on fait des ventes de graines aussi. La botaniste de l'association, la directrice artistique, cultive des graines dans son jardin. Sans pesticides, sans rien. On fait du troc, soit de la vente pour les associations, pour les particuliers, pour avoir un petit peu d'argent pour l'asso. Et aussi, on est en lien avec des partenaires musicaux. Là, à chaque fête du printemps, il y a des groupes différents qui sont venus, des fanfares, de Mévérizina, qui sont venus nous rejoindre pour animer la musique, enfin la danse en live. Et il y a également des spectacles professionnels qui sont proposés par la compagnie de danse, notamment Aria et Vibration, là en lien avec des comédiens professionnels. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc voilà, je un petit peu, mais il y a pas mal de projets. Non, mais au moins comme ça, s'il y en a qui veulent aller se renseigner, ils ont toutes les infos. Pour continuer sur le thème de la musique, on peut faire une pause musique si ça vous va. Super. Si c'est pas du Maria Carré. Promis, non. Non, c'est qu'est-ce que j'ai choisi ? J'ai choisi Velours de Zedju Pavarotti. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le moment de découvrir. Donc on se dit à tout à l'heure pour la suite de l'émission. Et c'est parti. Des doigts de velours se promènent, plus que quelques kilomètres à vivre. Rien qu'un commun des mortels magique. Parler d'enfer, ça serait de la triche. La princesse est tombée nette si vite, Le tange, le pistolet, maudit, Puisqu'on s'abîme, faudrait rougir. Prions pour un final qui fera pas revenir. Des doigts de velours se promènent sur nos lèvres rôties. La voix s'apaise et l'horreur aussi. Comment faire un monde sans une terre solide? Adieu mon amour, je t'aime pour la dernière fois. Orage sur la joue, celui qu'on ne connaissait pas. Fendre la vitre, on cherche la victime. Je t'aime pour la vie, celle qui se termine. Adieu mon amour, je t'aime pour la dernière fois. Orage sur la joue, celui qu'on ne connaissait pas.
Montée dans le coup, bataille pour le jour, procès pour un sourd, fallait pas le faire, même pas commencer, on va voir ailleurs, trouver qui on sort. Hey, financer les problèmes comme immenses traits. Les problèmes comme immense trait. Financer les problèmes comme immense trait. Financer les problèmes comme immense trait. Adieu mon amour, je t'aime pour la dernière fois. Orage sur la joue, c'est lui qu'on ne connaissait pas. Fendre la vitre, on cherche la victime. Je t'aime pour la vie, celle qui se termine. Adieu mon amour, je t'aime pour la dernière fois. Orage sur la joue, c'est lui qu'on ne connaissait pas. Fendre la vitre, on cherche la victime. Je t'aime pour la vie, celle qui se termine. Adieu mon amour, je t'aime pour la dernière fois. Orage sur la joue, celui qu'on ne connaissait pas. Fendre la vitre, on cherche la victime. Je t'aime pour la vie, celle qui se termine. Vous êtes de retour sur Les mots passants avec Anaïs, l'émission à la page qui vous fait découvrir les acteurs du livre de la région Normandie. Vous venez d'écouter Velours de Zediou Pavarotti et nous retrouvons nos invités Caroline et Chloé du duo Paroles de mots. Donc après nous avoir présenté votre travail, vous allez pouvoir nous présenter vos lectures et on commence par le plus évident. Qu'est-ce que ce serait votre livre préféré ? Je crois que ça reste Les raisins de la colère de Steinbeck. Un classique. Un classique. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est possible. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire ? Alors, rapidement, parce que malgré le fait que je l'ai lu et relu, le souci avec moi, c'est que j'ai pas la mémoire de ce que je lis. Ce qui est terrible. Ce qui est terrible d'ailleurs dans Paroles de mots, quand je veux partager un bouquin que j'ai aimé, c'est que c'est un peu compliqué. Ça se passe aux États-Unis, début du XXe siècle. Ça part d'une famille de paysans très pauvres, je crois du Midwest, et de la promesse qui leur est faite de pouvoir aller cultiver les oranges, les citrons, les agrumes, je crois de manière générale, sur les côtes californiennes. C'est un très beau roman, très triste, ça tire les larmes. C'est très bien écrit. Pour moi, c'est un peu, j'ai l'impression, les débuts des romans un peu sociaux, tu vois, au sens de ce qu'on peut lire actuellement via Annie Ernaux, Édouard Louis ou Nicolas Mathieu. J'ai l'impression que Steinbeck, c'est un peu, pour moi, la base. C'est décrit de façon... c'est d'écrire un fait sociologique, mais romancé. Et c'est ce qui fait que je le trouve très beau, très triste. Donc on suit en fait l'aventure terrible de cette famille qui migre vers la côte ouest des États-Unis, où on se doute bien que ce qu'on leur avait promis et ce qui les attendait là-bas est pas du tout la réalité. Et c'est vraiment ce rapport entre les dominants, les dominés, les paysans très pauvres auxquels on enlève toujours plus, les paysans très riches, auxquels on donne toujours plus, et vraiment de ce rapport-là, cette grande injustice et cette misère sociale que j'ai beaucoup aimé. Pour moi, ça m'a poursuivi pendant que je le lisais, ça m'a poursuivi des semaines après, avec ce truc, tu sais, de se dire « Mais maintenant, qu'est-ce que je vais lire ? Quelle sera ma vie sans les raisins de la colère ?» Ça va, j'ai cette chance de ne pas avoir ça. Après avoir fini un bouquin, j'arrive très vite à enchaîner avec un autre, ou à en lire même plusieurs en même temps. Ça, ouais, c'est vrai. Mais Les raisins de la colère, pour ceux qui le souhaitent, ça existe aussi en film, un très beau film. Il me semble qu'il est en noir et blanc. Et en BD.
Et en BD. Oui, ça m'étonne pas. Je suis pas étonnée. Et pour toi, Chloé, ce serait quoi ton livre préféré? Mais moi, question piège, parce qu'il y a vraiment un livre préféré, c'est très compliqué pour moi. Ça dépend vraiment de mes humeurs, du contexte, de plein de choses. Alors, je dois avouer que moi, j'ai eu très gros troubles cognitifs devant l'enfance, et me concentrer sur un roman, ça a été très très compliqué, et j'ai même pas lire une dizaine de livres dans ma vie. Mais un des seuls livres que j'ai réussi à lire et relire, c'est L'étranger d'Albert Camus. Je ne le présente plus. Et quand même, vu que moi, du coup, je suis vraiment tournée vers la BD, c'est vraiment ça qui a réussi à me canaliser mon attention, ma concentration. En BD, j'hésiterais énormément aussi, mais je citerais L'Art de voler de Antonio Alteriba et Kim au dessin. C'est un vrai roman graphique, du coup, qui fait à peu près 200 pages, un espagnol, et c'est un fait réel en fait. C'est l'histoire du père de l'auteur qui se suicide à 90 ans du 4e étage de sa maison de retraite pour enfin voler librement. Nous, c'est le dernier fils d'une famille rurale, le père d'Antonio, qui naît en Aragon à l'orée du XXe siècle. Son idée fixe, en gros, c'est de quitter son village pour les lumières de la ville. Et il rallie alors les cohortes espagnoles sans pain ni toit, exploitées, exposées à la rigueur des temps, la chute de la monarchie, la Seconde République, la guerre civile, la dictature de Franco, l'exode, la Deuxième Guerre mondiale, et enfin le retour et l'exil intérieur. Il y a vraiment une dimension universelle dans ce roman. C'est militant, c'est poétique, c'est humain. Tu peux nous rappeler rapidement le titre et l'auteur, s'il te plaît? Alors, c'est L'Art de voler de Antonio Altariba, avec 2 R, et Kim au graphisme. C'est aux éditions de Noël, collection de Noël graphique. Ça de Noël, marche. D-E-N, Noël. Voilà. Ok. Et pour revenir rapidement sur L'étranger d'Albert Camus, il est disponible en version audio sur YouTube. Je sais pareil que la littérature à l'écrit, c'est pas accessible pour tous. Vous avez aussi les livres audio qui sont bien pratiques pour ça. Et comme tu dis, en plus, la BD, c'est pas un sous-genre de la littérature, c'est de la littérature. Et ça aide beaucoup aussi pour la concentration. Moi, je sais que je lis beaucoup de poésie et de BD justement parce qu'il y a des moments où moi aussi la concentration et la mémoire c'est difficile. Et la BD, ça permet vraiment d'avoir cette fraîcheur parce que on regarde et on est accompagné par les images aussi. Je pense que ça, c'est dû un peu à ça. Une offre, j'ai l'impression, de très bonne qualité, beaucoup plus diversifiée que ce que, par exemple, moi je pouvais avoir gamine, ou que mes parents déjà avant moi avaient enfant, qui Oui. se limitaient à de la BD, on va dire, que moi j'appelle classique. Tu vois, Ouais, mais, donc Astérix, Obélix, ouais, Tintin, c'est tout ça. Ouais, c'est les BD par série. Mais ça, on en a beaucoup parlé pour ceux qui veulent retrouver dans les émissions précédentes avec les libraires BD de la rue Froide à Caen et l'émission avec Gaëtz, le scénariste BD de la BD RIP. Donc pour ceux qui veulent retrouver, elles sont aussi disponibles sur YouTube. Et question suivante, votre livre qui a le goût d'enfance. C'était hyper compliqué quand tu nous as demandé de pouvoir préparer ça. Comme ça, de ce qui me vient un peu... Enfin, ce qui m'est venu spontanément ce matin, quand j'y réfléchis, je dirais que c'est La Vénus d'Île de Prosper Mérimée, qui est un court livre, mais je l'ai jamais relu depuis mes 10 ans. Donc ça fait 27 ans que j'y ai pas touché, mais je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. C'est quelque chose qui m'a marqué, mais je pourrais ni le décrire, ni pouvoir le dire. En fait, j'ai juste l'impression que c'est l'émotion là qui me transporte là-dedans et qui me fait ressortir ce livre de ma mémoire plus que d'autres. Et pour toi, Chloé? Alors moi, ce qui a bercé mon enfance, c'est la collection J'aime lire. Mais vraiment, pour citer sinon un livre, alors c'est plutôt adolescence, mais c'était vraiment vraiment un réel déclic dans ma vie. J'en suis encore émue d'en parler, c'est quand on m'a offert Persépolis. Ah oui. Une tante qui m'a offert Persépolis. Je sais pas si elle avait déjà perçu que j'avais du mal à me concentrer. On m'offrait beaucoup de romans déjà à l'époque, je laissais tout de côté, j'entassais tout, impossible de lire. Et elle m'a offert ça avec cette image. Alors c'est vrai qu'elle avait repéré que je lisais un peu les grands classiques de la BD, c'était quelque chose que j'arrivais à lire. Et Persépolis, ça a vraiment été un déclic, l'émotion. En plus, j'avais mon adolescence, elle raconte son adolescence, Marjane Satrapi dedans. Pour le représenter un peu, au cas où certains connaissent pas, c'est une BD en noir et blanc aux éditions de l'association Collection Ciboulette, qui a été publiée dans les années 2000 et qui raconte en fait la décennie de la révolution islamique. Donc c'est l'enfance de Marjane Satrapi qui grandit en Iran et qui immigre ensuite en Europe, en Autriche exactement, pour notamment faire son école d'art. C'est l'Iran de 1979 à 1993, à savoir que le livre a été censuré en Iran et ça a été adapté en film, Un film d'animation. Voilà, par Vincent Parrenot, qui a eu Grand Prix à Cannes en 2007 et des Oscars aussi en 2008. Ça a été censuré exactement dans plusieurs pays. Film poignant, très fort, qui est autant politisé que humain, encore une fois. T'as lu Poulet aux prunes? Et voilà, et j'allais dire, et Marjane Satrapi. Après, j'ai découvert Broderie et Poulet aux prunes. Et Poulet aux prunes, c'est un de mes coups de cœur aussi, un livre, vraiment une histoire sensible
qui est très forte, et broderie aussi, 5 femmes qui discutent entre elles. J'ai trouvé que c'était un super ouvrage. Je crois que c'est pour ça qu'on a autant de plaisir, Chloé et moi aussi, à faire parole de mots, c'est qu'on on aime bien se partager des trucs de bouquins et souvent on se retrouve aussi dans les trucs qu'on lit. Tu me prêtes pas mal de BD, des conseils et tout ça. En retour, je peux des fois te filer des trucs. Enfin, en tout cas, carrément. Ça nous anime et du coup, on a souvent les mêmes étincelles dans voilà, les yeux. Toutes les deux, on est super contentes. L'une de vous, je sais plus, avant l'émission, m'a parlé des chairs de poule aussi. Ah ouais, c'est moi. Oui, c'était un truc que j'adorais enfant, je crois, autour de mes 10 ans, les premiers chairs de poule. Le truc typique de gamin qui adore se faire peur. Et je trouvais ça, avec mes yeux d'enfant, je crois, plutôt bien écrit. Et ça me faisait le petit frisson du soir, juste qu'il faut. Et j'ai vu qu'il y avait eu un ou plusieurs films adaptés des séries. Ils sont nuls. Ouais. Ils font éclatés. Pas peur. Mais c'est même pas ça, ils sont mal écrits, les personnages sont pas du tout attachants. Et pourtant, il y a Jack Black, je crois, dans un des films. Je sais pas, je crois que j'ai pas tenu une demi-heure avec un de ceux-là. Non, il vaut mieux repartir sur le livre. Ouais, je pense. Mais est-ce que tu saurais en citer un qui t'a particulièrement marqué ? Alors, je sais plus si c'est le titre exact, peut-être qu'il faudra que j'aille creuser après, mais je revois exactement la couverture. Je me demande si c'est pas La Maison d'à côté ou La Maison des Morts Vivants, un truc comme ça. Mais je me souviens rapidos du pitch parce que ça m'avait vraiment marqué. C'est un gamin qui déménage avec ses parents. Quand il arrive dans une nouvelle ville et dans sa nouvelle maison, sur le pas de la porte, il voit quelqu'un qui le regarde à l'étage, dans la dernière fenêtre. Et c'est un espèce de truc qui m'a longtemps hanté parce que moi-même, quand j'étais gamine, je regardais, quand j'arrivais devant chez moi, s'il y avait personne qui me regardait à la fenêtre de ma chambre. Bref. Et c'était un truc un peu flippant où il se rend compte qu'en fait, il y a une autre gamine qui vit déjà dans cette maison et qui, spoil, est un fantôme. Bizarre. Et qui vivait dans cette maison-là avant lui. Voilà. Et ça a suffi à bien me faire flipper quand j'avais 10 ans. Je crois que je l'ai lu. Je vais essayer de retrouver. Et je vais essayer de retrouver aussi celui aussi auquel je pense. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, c'était dans une école. Pareil, un spoiler, parce que je sais plus dans quel ordre c'était raconté. Une classe, tous les élèves sont morts. Ils se font passer pour vivants parce qu'ils se font de la peinture sur le corps. Et moi, je me souviens de cette scène où il y a la fille qui est en noir et blanc, mais elle se met du rouge à lèvres pour passer inaperçue. Je trouvais cette scène très poétique. Pareil, je sais plus duquel ça vient. Enfin bon, les chairs de poule, de toute façon, ont bercé plusieurs générations, ça c'est sûr, et ça continue certainement de le faire. Pour continuer, ce serait quoi votre auteur ou autrice préférée ? Alors moi, je peux pas en citer qu'un. Donc j'ai fait ma petite liste tout à l'heure des auteurs-autrices. Dans la littérature, on va dire classique, je mettrais Joyce Carol Oates, Philippe Ross, Annie Ernaux, Patrick Modiano, que j'aime bien aussi. Et puis après, plus pour le roman graphique, je suis une grosse fan d'Alison Bechdel, Posy Simons, Catherine Meurice, enfin Cyril Pedrosa, qui pour moi fait des petites pépites, des chefs-d'œuvre. Une belle liste. Ouais, c'est ma liste, ouais. Si tu sais pas quoi lire, t'as de quoi faire. Et pour toi, Chloé ? Dur aussi, et moi j'ai pas fait de liste. Et du coup, quand j'écoute Caroline pour les romans graphiques, en tout cas, je dis ouais, carrément. Mais si je devais, alors, je sais pas si c'est la peine de le citer, mais je le cite quand même. Mais il est connu et reconnu, mais ça a été un peu l'autre déclic dans ma vie, c'est Emmanuel Arsenet. Et là, je voulais surtout citer une BD, c'est Presque, en fait, qui est peu connue. Autant il est connu pour ses fuites glaciales, pour ses retours à la Terre, pour le combat ordinaire. Mais Presque, c'est un roman graphique qui est peu connu. C'est aux éditions Les Rêveurs, collection On fera avec. C'est un format à l'italienne, donc format horizontal. Il raconte son service militaire, ses crises d'angoisse, son addiction au Xanax. Alors, à l'époque, j'étais pas du tout psychiatrisée. Et ça m'a énormément touchée. Alors, maintenant, c'est vrai que j'ai une petite tendance à lire tout de suite tout ce qui rapporte à la psy, à dévorer tout ça. Mais à l'époque, je baignais pas du tout là-dedans quand j'ai découvert, il est sorti en 98. J'ai dû le lire dans les années 2000. C'est hyper touchant. C'est un trait qui est épais, en même temps qui est fin. C'est hyper puissant. Et je conseille fortement à tout le monde, même si, alors c'est trash, hein, c'est son service militaire, hein, l'Arsenet, ouais. Puis c'est l'Arsenet, faut connaître, voilà, je le représente plus, mais c'est noir, voilà, super. Et pour votre lecture du moment, qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Alors moi, j'en lis, je suis adepte des multi-lectures, des trucs. Alors déjà, il y a la pile à livres, et puis il y a 3-4 bouquins qui traînent toujours un peu. Des lectures que je différencie, donc là, je lis le dernier numéro de La Déferlante. Oh oui, ah bah ça, on l'a pas encore cité dans l'émission, mais moi aussi, je lis. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a une rencontre au mois de mai à la librairie Guillaume. Je lis aussi La Nuit des Béguines d'Aline Keener,
que j'ai été chercher suite à une BD que j'ai lue dans le dernier numéro de la Déferlante sur cet ordre de religieuses, les Béguines, au Moyen-Âge à Paris. Et c'est hyper bien écrit et c'est toujours montré que les femmes, soit elles sont nonnes, soit elles sont sous la domination d'un homme, que ce soit un père ou un frère. Et qu'à partir du moment où elles peuvent s'autodéterminer un petit peu toutes seules, elles sont nécessairement suspectes. Je suis en train de le lire, je suis pas arrivée à la fin, mais je pressens que les Béguines vont finir au bûcher. Et je me demande d'ailleurs si c'est pas ce qui s'est passé. C'est un très beau livre, c'est super bien écrit, vraiment sympa. Et je suis pas étonnée parce que La Déferlante, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une revue féministe engagée qui met vraiment l'accent sur ce que font les femmes en général. C'est pas que sur la littérature, c'est des articles d'actualité, politique, etc. Et aussi il y a des fois il me semble qu'il y en a à chaque fois un reportage et un reportage photo. Ouais, là le dernier c'est sur la lobotomie. Oui, mais je l'ai pas encore lu celui-ci. Mais voilà, ça m'étonne pas, il y a toujours de très très beaux romans qui sont conseillés dans cette revue. Et le dernier que je traîne, c'est L'Art de la joie de Golerda Sapienza. Je n'arrive pas du tout à m'y mettre. J'ai pas encore trouvé, je crois, le moment adéquat pour me poser. C'est une écriture, moi, que je trouve pas facile. Il faut vraiment que j'arrive à me plonger dedans. Donc voilà, c'est mon livre du moment depuis 1 an que j'ai ça en fond. Tu vois, le petit tips pour les livres qu'on n'arrive pas à finir, c'est les mettre aux toilettes. Parce que comme ça, c'est la seule lecture qu'on est obligé de lire et ça fait avancer. Je retiens le conseil. Et toi, Chloé? Moi, c'est 2 BD récentes qui sont sorties fin l'année dernière, et il y a près 1 an, et que j'ai eu l'occasion de relire plusieurs fois. Déjà, c'est Se rétablir, de Lisa Mandel, petite maison d'édition exemplaire qui commence à être un peu plus connue, notamment parce qu'ils ont eu le Grand Prix du jury d'Angoulême 2023 avec Animan, que je conseille. C'est léger, mais c'est super sympa. Et donc moi, ma lecture du moment, c'est Se rétablir, qui parle, en fait, c'est Lisa Mandel qui n'est pas, elle, concernée par un trouble psychique, mais qui a beaucoup de monde dans son entourage qui est concerné par la maladie, qui illustre, en fait, l'histoire de 4 personnes concernées, leur parcours, et qui fait aussi tout un chapitre au milieu sur le rétablissement. Donc un peu, en fait, le projet phare de notre unité, enfin de même de l'EPSM, le rétablissement, un peu comme on l'évoquait, donc le fait d'avoir une vie satisfaisante malgré la maladie. Attention, le rétablissement subjectif, pas clinique, le but ce n'est pas d'avoir plus d'avoir de symptômes, le but c'est d'avoir de se sentir bien dans sa vie, tout simplement. Et Lisa Mandel, elle illustre avec un super trait, un bichromie, toutes ces histoires avec de l'humour, avec, je sais pas si tu l'as lu aussi, Caroline, si tu veux me compléter, mais j'ai oublié des choses, mais ouais, des histoires poignantes, des histoires de vie qui sont dures, mais qui sont pas stigmatisantes. C'est vraiment une autre image de la psychiatrie. Ouais, je crois que ce qui fait sa force, en fait, c'est d'abord son talent en tant qu'autrice et dessinatrice qui prend le pas. J'ai l'impression que la question de la santé mentale est un prétexte qui arrive, mais du coup, elle a tellement ce talent-là que tout est abordé d'une façon, c'est pas légère, naturelle, j'ai envie de dire, ouais, plutôt naturelle. Ouais. C'est vraiment des histoires de vie qui sont profondes, mais qui se partagent et ont du sens. Ouais. C'est vraiment un bouquin à mettre entre les mains. Tu vois, moi, c'est un truc que j'ai pu... c'est Chloé qui me l'a fait découvrir. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un truc que je pourrais prêter à des personnes de ma famille. Pour aborder la question de la santé mentale. Pour vulgariser ce genre de choses. Là, en ce moment, depuis le post-Covid, qu'on parle enfin un peu de santé mentale, là, c'est l'avantage du Covid. Si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je le conseille vachement les gens qui... Je le conseille, je le donne, je le distribue même... parce que vraiment, c'est enfin, c'est une autre image de la psychiatrie. Enfin, on parle pas que d'électrochoc ou que d'enfermement. Enfin, on montre voilà, une autre image. Mais d'ailleurs, pour les personnes qui écoutent l'émission et qui lisent La Déferlante, elle publie dans la Déferlante, je crois, en tout début de magazine, c'est toujours elle qui fait un truc, je sais plus comment ça s'appelle, Marie-Chantal ou Marie-Joséphine, je sais plus, mais c'est Lisa Mandel, il y a une page... Ah oui, avec une planche de BD. Ouais. Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai que ça parle d'identité de genre. Ouais, je me souviens bien. C'est un peu rigolo, c'est léger. C'est caricatural et en même temps très réel. Et du coup, l'autre BD encore une BD qui donne en ce moment, c'est un auteur normand que je voulais citer. C'est Yannick Lecoeur, Le cœur tout attaché, qui a écrit Mais ils sont où les chakras de la poule, qui est sorti pour Noël là 2022. Yannick, c'est un auteur de BD multi-casquette, qui fait notamment de la BD, et qui a suivi des amis dans le pays d'Auge, famille de paysans,
Et il raconte avec beaucoup d'humour, enfin en plus je commence à bien le connaître, Yannick, il a une sacrée touche d'humour, leur histoire, leur vie, et il raconte aussi son propre expérience, un peu d'ésotérisme qui va rencontrer à la ferme d'Esmeralda qui va intégrer pour l'écriture de son roman. Ok, donc c'est l'auteur qui parle de sa propre expérience, c'est ça ? Il raconte la vie, c'est une BD documentaire où il raconte dans une partie la vie des paysans, de ses amis paysans, mais il parle aussi de son histoire, on le voit lui dans la BD, qui parle de son histoire, de ses découvertes un peu ésotériques. Je vous laisserai découvrir la BD pour en savoir plus, et on peut la trouver, il n'y a pas encore de site internet dédié pour l'acheter, mais on peut la trouver à la librairie Guillaume le Conquérant, à Eureka Street, la Bibi je crois qu'ils en ont plus, mais ils en ont eu un moment, ils vont en avoir. Mais tu disais c'était une petite maison d'édition, c'est ça ? C'est auto-édité. C'est de c'est auto-édité. Il a édité ça en Normandie. Ok. Enfin, imprimé ça en Normandie et c'est au collectif Bulle Noire. Ça, Purée Noire, pardon. Okay. Purée Noire. Ça, c'est très très cool, l'auto-édition, on n'en parle pas assez. En général, et à l'émission, on essaye un petit peu d'en parler aussi. Je vais conclure sur les lectures. Sur ma lecture du moment, c'est Je serai le feu de Digli. Je vois Caroline qui approuve. C'est une anthologie poétique de femmes. Donc, c'est Digli qui est partie à la recherche des poétesses dont on a entendu vite fait parler ou voire pas du tout, parce que évidemment quand on étudie de la poésie à l'école, c'est souvent des hommes, c'est quasiment que des hommes, et elle va faire le tour le tour. Il y a évidemment pas toutes les poétesses dans son anthologie, mais en gros, elle illustre pour chaque poétesse, c'est magnifique, ces illustrations sont waouh, et elle donne une petite biographie de la poétesse, puis quelques exemples de poèmes. C'est super léger, ça se lit pas forcément tout d'un coup, ça se picore, voilà. Ça se picore. Ça se déguste. Ça se déguste, exactement. Je suis là-dessus, puis je suis sur le tome 2, j'ai pas encore commencé le tome 2 de Akira, je viens de finir le premier. J'adore, pour l'instant j'adore. Donc voilà, ça c'était les lectures de Caroline et Chloé, et on va pouvoir clôturer l'émission. Merci à vous deux de nous avoir partagé vos lectures, de nous avoir parlé de votre travail. J'espère que ça a donné plein d'idées à celles et ceux qui nous écoutent. Si un titre, un auteur vous a échappé, vous savez que la rediffusion illustrée de l'émission est disponible sur YouTube. Ma chaîne c'est Anaïs Lemoine, et aussi depuis le mois dernier, elles sont aussi disponibles sur le Mixcloud de Radio 666. Si vous voulez l'écouter en podcast, vous pouvez du coup déjà retrouver les précédentes sur Mixcloud et sur YouTube, et les liens vers mes réseaux sociaux et mon site internet. J'y publie pas mal de choses. Si vous voulez suivre les événements littéraires de la région, rendez-vous sur le site de Normandie Livre et Lecture, sur les newsletters de vos librairies, et dans l'émission Quand lit-on sur Radio Toucan, où je suis aussi chroniqueuse. En mai, je n'irai pas au salon du livre de Deauville, mais je participerai à celui de Caen le week-end du 13 au 14, puisque comme tous les ans depuis 2017, j'y serai bénévole. Donc je vous dis à bientôt là-bas si on s'y croise, et au mois prochain, le 28 mai, pour la prochaine émission qui accueillera Alexandra Gerbeau, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. C'est l'autrice de S'éveiller dans le noir, donc un magnifique recueil de poésie. Et puis un petit mot pour rappel, pour ceux qui auraient loupé l'info, j'ai sorti un album avec le musicien Zartarn intitulé Stella, et vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube ou sur la sienne. Et on se quitte sur Who de Tommy Cash et Modé Selector. À bientôt Chloé, à bientôt merci. Caroline. Merci pour merci. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir dans les studios, et Partagez. à bientôt. Oui, Ouais, carrément. je me suis bien amusée en tout cas. Et puis à bientôt à vous chers auditeurs, c'était Anaïs pour les mots passants tous les derniers dimanches du mois à 19h sur Radio 666. Study will get you work? Who said school will get you class? Who said that job will get you the cash? Who said that loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorce? Who says your dream will get you a Porsche? Who says that life is not death? Who
Who said wearing brands is having style? Who said that original is not fake? Who said that those pills will get you high? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the miles? La la la, they keep talking loud. C'était Anaïs pour Les mots passants sur Radio 666, une émission pour rester à la page des actualités littéraires de Normandie, tous les derniers dimanches du mois à 19h. À bientôt.